Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, merci de nous suivre, merci pour tout l'amour, vos commentaires. Continuez à nous envoyer ça, ça fait chaud au cœur. Allez nous suivre sur toutes les plateformes audio. Apple Podcast, Spotify, on est maintenant sur Amazon au cas où vous êtes sur Audible ou Amazon Music, Facebook, Instagram, mais on veut surtout grandir notre chaîne YouTube, donc allez sur YouTube, abonnez-vous, aidez-nous à grandir cette communauté-là. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. L'été est en train de se terminer doucement, la rentrée s'est faite. Puis il commence à faire froid le matin, même s'il fait meilleur l'après-midi. Mais écoute, écoute, ça va. C'est bien content de... Salim, je ne sais pas quel type de vacances nos élus ont eu. Je ne sais pas quel type de long week-end ils ont eu cette semaine-là. Mais il semble... On a quand même fait beaucoup d'années en politique. Là, j'essayais de me rappeler si... Après la fête du travail, on a eu une rentrée parlementaire aussi houleuse, aussi que celle-ci. Je ne sais pas, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, il y a eu tellement de choses qui ont bougé depuis la semaine passée. C'est incroyable. Écoute, ça arrive. Hein, la réalité, c'est que parfois on oublie, surtout quand ça fait plusieurs années, mais une rentrée politique un peu bousculée, ça arrive à l'occasion. Puis là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle l'est. Elle l'est au niveau fédéral, elle l'est au niveau provincial, elle l'est pour certains partis politiques, notamment des partis politiques au pouvoir, etc. Alors, écoute, c'est intéressant. Hein? Ceux qui aiment la politique, qui s'intéressent à la politique, ils trouvent qu'on vit des moments intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette discussion-là la semaine passée. Puis on va faire un petit retour juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent de ce qu'on avait discuté. Il y avait la semaine passée, le jour même qu'on enregistre, c'est un jeudi, on enregistre souvent les jeudis matins. Juste avant d'enregistrer la semaine passée, il y a eu cette conférence de presse de Pierre Poilievre qu'on a discuté et qui, dans le fond, il mettait la pression sur Jagmeet Singh de mettre fin à l'entente entre NPD et libéraux pour qu'on puisse finalement en aller à l'élection, etc., etc. Puis tu disais évidemment la semaine passée que c'était une stratégie tellement habile de Pierre Poilievre et que certainement il y aurait des développements qui allaient en découler. Et on arrive à hier, mercredi, où Jagmeet Singh, en fait avant qu'on arrive à hier, juste après la conférence de presse de Pierre Poilievre, il y a eu, c'était pas directement de Jagmeet Singh, mais il y a eu un communiqué, je pense, du parti qui disait comme quoi que l'entente, cette alliance entre NPD et libéraux n'était jamais garantie. C'était jamais une garantie. Donc déjà, avant la fin de semaine dernière, on pouvait peut-être spéculer qu'il y a quelque chose qui va y arriver. Et finalement, on arrive à hier, mercredi, où tout à coup, l'annonce rentre de Jagmeet Singh qu'il déchire cette entente entre libéraux et NPD. Et ça a bouleversé toute la scène politique fédérale. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, on a eu l'occasion depuis maintenant 18 mois qu'on a lancé ce podcast, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de cette alliance NPD-PLC et on avait souvent conclu le fait que elle pouvait pas être durable jusqu'au bout du mandat. Non. Je sais que c'était peut-être l'intention de départ, mais on savait qu'elle pouvait pas se faire jusqu'au bout du mandat. Parce que se faire au bout du mandat, la première des choses, c'est de dire, dans ce cas-là, ça veut dire que le NPD, il assume toutes les décisions du gouvernement qui le laissent en vie. Donc, c'est un peu ça. Alors, le NPD, bien sûr, il dirait... on n'a jamais reçu quelqu'un du NPD, on devrait peut-être essayer d'ailleurs, oui. Mais le NPD disait... Ah oui, mais au moins, on a pu obtenir certains gains, notamment l'assurance dentaire, etc. Là. Bon, c'est vrai, ils ont obtenu un certain nombre de gains, mais en même temps...
est-ce que la population donne crédit nécessairement au NPD pour ça? Ça, je ne suis pas certain. Ouais. C'est toujours très complexe, ce genre de choses. En même temps, le NPD, à l'époque, on va se le dire, parce que ça, c'est le bout dont on ne parle jamais. Les journalistes ne le ramènent pas, n'en discutent pas. Il y a peut-être quelques chroniqueurs qui le font. Puis nous, bon, on est sur un podcast, on se le permet. Et la réalité, c'est que une campagne électorale trop hâtive aurait eu un impact énorme sur les finances du NPD. Donc le NPD, quelque part, au moment où il a signé cette entente pour laisser le PLC vivre le plus longtemps possible au gouvernement... C'était à son avantage. C'était à son avantage parce qu'il pensait faire des gains politiques avec certaines choses qui étaient dans leur plateforme qu'il voulait voir se réaliser. Mais force est de constater que les sondages ne démontre pas que le NPD a gagné quelque chose de ça. Ouais. Finalement, le crédit est allé au PLC qui est au pouvoir. Mais au moins, le NPD aura gagné une chose, c'est aura gagné un peu plus de temps pour peut-être faire à la fois son financement ou avoir un financement qui ne soit pas trop mal s'ils venaient à faire des emprunts. Ils en ont déjà fait dans le passé, mais faire des emprunts pour aller en élection. Donc honnêtement, moi... que cette entente se termine, ça ne me surprend pas beaucoup. Non. Je ne crois pas que ça surprenne quiconque au gouvernement libéral non plus. Et la semaine dernière, tu disais que je disais que Pierre Poilievre était très habile. Honnêtement, il l'a été très bien parce qu'il a sans doute flairé que ça s'en venait aussi. Et en lui mettant la pression, aujourd'hui, celui qui a le crédit du fait que le NPD a déchiré cette entente, ben c'est lui. Mais il n'y avait rien à manquer, Pierre Poilievre. C'était un win-win pour lui, la stratégie. En faisant cette annonce-là, si rien serait arrivé, ben, il serait sorti comme il le fait toujours, puis il dirait que on est le seul parti qui est contre les mesures du gouvernement, puis il critiquerait quand même l'entente entre le NPD, libéraux, puis là au Québec, il ajoute aussi le Bloc, l'entente Bloc-NDP-libéral. Il les met tous ensemble. Et si quelqu'un, dans ce cas spécifique, Jack Meeting aurait sauté dans comment on dit, un bear trap, là, son gros piège, mais pour lui, il serait sorti le gagnant parce que, regarde, on a fait bouger les choses. Let's go, la session commence. On va faire une motion de censure auprès du gouvernement, puis on va aller en élection. C'est sûr et certain qu'entre les quatre partis, on s'entend que les conservateurs sont les plus préparés à faire campagne. On parle de montants records en termes de financement. Dans les sondages, ils sont en avance partout. C'est surtout les sondages. Sauf au Québec. Honnêtement, surtout les sondages. Parce que je veux dire une affaire, même quand tu n'as pas une scène en poche puis qu'il y a des élections et que les sondages sont bons pour toi, tu vas en élection quand même en faisant les emprunts nécessaires parce que tu le sais que tes chances de remporter sont élevées. Là, en ce moment, tous les indicateurs sont au vert pour les conservateurs. Donc, c'est certain qu'ils veulent mettre cette pression-là. Bon, écoute, ensuite, on peut faire plein de scénarios. Hein, je veux dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce que le gouvernement pourrait tomber sur une motion de censure dans les prochaines semaines? C'est pas impossible. Est-ce que le gouvernement voudrait lui-même déclencher une élection dans les prochaines semaines? C'est pas impossible. Moi, j'ai toujours pensé que on ne voudrait pas avoir d'élection en même temps que les Américains. Parce que malheureusement, au Canada, on regarde beaucoup la télé américaine et tu ne veux pas, transposer des enjeux américains dans notre campagne électorale, d'une part. Et deuxièmement, tu veux avoir le focus des Canadiens. Tu ne veux pas qu'ils soient en train de suivre deux campagnes en même temps. Là, surtout que la campagne américaine, elle intéresse beaucoup de monde au Canada. Dans le monde d'une manière générale et au Canada en particulier, on est quand même les voisins. Donc moi, j'ai un peu de misère à penser que les deux élections pourraient avoir lieu au même moment. Mais est-ce qu'elles pourraient être déclenchées tout de suite après l'élection américaine? C'est pas impossible. Pour un vote juste avant Noël, c'est un peu bizarre, mais c'est pas impossible. Ou un vote en début 2025, je te rappelle qu'en 2006, M. Harper avait gagné des élections à la fin du mois de janvier 2006. Donc, quelque chose qui s'est déjà vu, avoir une élection en hiver, ça doit être le fun, ça. Ah, ouais. Mais, bref, tout ça pour dire que
il y a plusieurs scénarios. Évidemment, il y a l'autre scénario, celui qui paraît le plus probable pour l'écrasante majorité des gens, c'est que ça se fasse au budget. C'est-à-dire, rendu au mois de mars, M. Trudeau, Mme Freeland déposeraient leur budget, puis le vote sur le budget serait un vote de confiance de la Chambre, et puis à ce moment-là, il va tomber. Parce que sur le budget, c'est impossible qu'un parti soutienne le gouvernement à quelques mois des élections. C'est impossible parce que le deadline, excuse-moi l'anglicisme, le deadline c'est septembre, je crois, le déclenchement des élections. Ouais. Donc c'est impossible que la pièce législative la plus importante, c'est-à-dire le dépôt de ton budget annuel du gouvernement, reçoive l'appui d'un parti à quelques semaines, quelques mois des élections. C'est juste impossible. Donc, on le sait aujourd'hui, depuis hier, dans le fond, qu'au maximum, il devrait y avoir des élections quelque part au printemps. Et c'est probablement ça. Évidemment, il y a aussi les autres provinces. Il y a des provinces qui sont en élection. Il ne faut pas oublier, Saskatchewan va l'être. Je crois la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Puis il y a une troisième province, là, ça m'échappe, qui va être en élection. Donc, c'est comme beaucoup de paramètres. Et dans ces provinces-là, c'est souvent assez conservateur. Ouais. Est-ce que les conservateurs vont être plus unis pour essayer de faire aider leurs petits amis au niveau provincial? Est-ce que c'est très difficile à dire. Il y a plein de facteurs, évidemment. Puis rappelons aux gens qui nous écoutent que même si l'entente n'existe pas, même avec un gouvernement minoritaire, ça ne veut pas nécessairement dire la fin du gouvernement. Justin Trudeau va demeurer, le gouvernement va continuer à fonctionner et Jack Metzing, il a été clair sur ce sujet-là. Il va dire qu'on va faire ça à la pièce. C'est ça. Donc, si ça nous tente, on va voter en faveur avec le gouvernement. Sinon, désolé. T'sais. Ce qui laisse, Salim, l'autre partie que jusqu'à présent, les médias n'en parlent presque pas parce que son chef, il est présent, il n'est pas présent du tout, c'est le Bloc québécois. Là, la balle, à mon avis, est dans sa cour au Bloc québécois. C'est impossible à imaginer un scénario où le Bloc ferait une entente avec les libéraux, mais on ne sait jamais. J'entendais quelques analystes, puis je suis d'accord avec eux, que peut-être Jack Metzing est tombé dans le piège de Pierre Poilievre. Peut-être non, comme on vient de dire que, regarde, il n'y avait pas le choix anyway. Donc, quand, à un moment donné, soit lui ou les libéraux seraient sortis pour dire, regarde, on met fin à l'entente. OK? Monsieur Blanchet, je ne pense pas qu'il est si... Je ne vais pas utiliser le mot stupide, là, parce qu'il n'y a personne qui est stupide. Là. Non, surtout pas lui. Okay? Surtout pas mais lui. Il n'est pas... il est beaucoup plus habile que de tomber dans le piège de Pierre Poilievre et de suivre son agenda, à mon avis. Donc, lui, il va faire les choses à son rythme et selon ses demandes à lui. Là, donc, il ne va pas suivre le plan de quelqu'un d'autre et je ne pense pas que c'est... c'est pas une coïncidence que jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti publiquement. Je pense pas qu'il va le faire. C'est pas son problème à lui. L'entente, c'est entre le NPD et les libéraux. Ils feront ce qu'ils voudront avec. Là, il sait par contre que, je pense au moins qu'il sait que la balle est dans sa cour à lui. Oui. Puis c'est lui qui va garder un peu la balance. Est-ce qu'il va appuyer? Si jamais, là, Pierre Poilievre dépose une motion de censure, ce qui vraisemblablement va se faire là, avant la fin du mois de septembre, à mon avis, là, parce que c'est ça qu'il a indiqué lui-même, est-ce que le Bloc vote en faveur? Est-ce qu'il vote contre? Puis c'est très important parce que n'oublions pas que la seule province où il n'y a pas un parti qui est nettement à l'avance, c'est au Québec. Le Bloc est en avance, on se comprend, mais en deuxième place, on a parlé de ça la semaine passée avec le sondage léger, ils sont pas loin, les libéraux puis les conservateurs, puis avec un partage de vote ou quoi que ce soit, il y a plein de choses qui peuvent bouger au Québec. Si, dans un scénario où le Bloc québécois appuierait les libéraux pour garder le gouvernement en vie, c'est un grand avantage pour Poilievre parce que là, tout ce qu'il a à faire, c'est juste switcher. Ah bon, avant, c'était le NPD. Bon, ben là, c'est le Bloc. C'est ce qu'on disait depuis le tout début. C'est le même parti, puis etc., etc. Parce que n'oublions pas que les conservateurs veulent aller chercher ces sièges-là dans les régions où, traditionnellement, c'était le Bloc. Ben oui. Mais
bon, chose est certaine, c'est qu'il n'y en aura pas d'alliance PLC-Bloc. Ça, c'est impossible, puis ça n'a jamais été le cas. La question, c'est est-ce que dans des motions de confiance, est-ce que le Bloc pourrait, par certains moments, donner son appui au gouvernement libéral? C'est possible. Mais ça c'est intéressant parce que faut aller gratter un peu parce que souvent, on a l'impression que la politique, c'est juste du 1 plus 1 égale 2. La politique, ça peut 1 plus 1 égale 3, 4, 8, 19, ce que tu veux, là, mais c'est rarement 1 plus 1 égale 2. Pourquoi je dis ça? Le Bloc n'a pas d'intérêt à soutenir le gouvernement libéral. Mais en tout cas, pas un intérêt, j'ai envie de dire, idéologique. Mais il pourrait avoir l'intérêt qui lui viennent de Québec. Parce que le Bloc, oublie pas, hein, le Bloc n'y va pas pour gouverner. Le Bloc, c'est un parti d'opposition qui va jouer un rôle d'opposition parce que le Bloc est opposé au Canada, ou tout du moins, disons-le comme ça, est opposé au fait que le Québec fasse partie du Canada. Et donc, c'est sûr que le canal de communication entre le Bloc québécois et le gouvernement caquiste de M. Legault, c'est sûr que ces canaux de communication, bon, déjà qu'ils étaient ouverts, ils vont l'être davantage dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que une élection trop hâtive, surtout une élection dans laquelle le Parti conservateur pourrait gagner, parce que, en tout cas, selon les sondages, ce serait ça, ferait en sorte que il y a des choses qui sont attendues du fédéral par M. Legault qui voudrait qu'elles soient faites, etc. Puis ça se peut que ce soit un peu plus compliqué. Puis le Bloc ne veut pas nuire au gouvernement du Québec, ne veut pas nuire à son agenda, à ses discussions, etc. Donc, est-ce que le Bloc pourrait essayer de maintenir en vie le gouvernement libéral par moment dans l'intérêt du gouvernement du Québec? C'est une option. Je ne te dis pas que ça va arriver nécessairement, mais c'est une option. Puis en passant, le Bloc a déjà fait ça, même avec des gouvernements qui étaient libéraux et fédéralistes à Québec. Parce que dans une fédération, il y a un jeu qui se passe entre le fédéral et le provincial, et le Bloc essayait de ne pas trop jouer là-dedans. Bon, évidemment, comme il y avait aussi des amis au PQ, alors tu comprends que parfois il y avait aussi d'autres games qui se jouaient, mais c'est un peu normal. Fait que moi je crois que le Bloc et le NPD vont jouer la même game dans les prochaines semaines, c'est-à-dire jouer tout à la pièce. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour nous? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour ce qu'on propose, etc. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis aussi, c'est facile à justifier. Hein? Tu sors, tu dis, bon, c'est bon pour nous à cause de A, B, C, D. On vote en faveur. Si c'est pas bon, ben tu votes contre. L'autre chose, on va juste venir au Parti libéral du Canada parce que là, il y a une énorme pression. D'après ce qu'on a entendu, puis d'après ce qu'on a appris aux nouvelles, c'est arrivé du jour au lendemain. Il n'y a personne qui s'attendait à ça du NPD. Il paraît que c'est les chefs de cabinet qui se sont parlé puis qu'ils ont annoncé ça. Et tout de suite après, il y a eu l'annonce de Jack Metzing. Donc oui, il y a eu un effet surprise au niveau du Parti libéral du Canada. Donc c'est sûr et certain qu'il y a une pression énorme maintenant parce que là, on essaie de calibrer un peu le jeu, de voir qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on agit. Il y a une incertitude dans le caucus. On parlait l'autre fois avec Pablo Rodriguez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une frustration déjà auprès des membres et du caucus au niveau du Parti libéral du Canada. Ça va vraiment pas bien dans les sondages pour Justin Trudeau. Je suis sûr et certain que lui-même, il aurait aimé que cette entente-là persiste encore un petit peu jusqu'à l'année prochaine pour qu'il puisse peut-être gagner un peu de temps ou d'appui ou je ne sais pas trop quoi. Et finalement, on arrive à lundi, là, dans quelques jours. Là ça va être, on va publier ça le samedi matin. Donc, dans 2 jours d'aujourd'hui, là, que vous écoutez le balado, il y a une élection, il y a 2 élections partielles. Une à Manitoba, puis une au Québec. Pas dans 2 jours.
là, on est jeudi, mais ça, on lance le balado samedi et lundi. C'est pas le 16? Je me trompe peut-être. Oui, t'as raison. Attends, c'est quel jour aujourd'hui? On est juste le 4. On est le 5, je crois. Désolé, c'est ma faute. Donc, c'est le lundi 16. Okay, lundi donc, 16, c'est pas grave. Dans un peu plus d'une semaine de cet épisode. Disons dans 10 jours. Okay. Donc, il y a 2 élections partielles. Une au Manitoba, une au Québec. Au Manitoba, évidemment, c'est un siège... non, c'est le NPD qui a ce siège-là, mais ça va pas si bien. On va voir. C'est un siège que le NPD a. J'oublie le nom là, du siège. Puis, il y a le siège. On a parlé de ça la semaine passée aussi. La salle Villemort-Verdun, où ça risque de ne pas aller si bien pour Justin Trudeau. Écoute, je ne sais pas si ça va bien ou ça va pas bien pour le PLC de Justin Trudeau dans la salle Villemort-Verdun. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des amis organisateurs qui rôdent un petit peu autour et qui s'informent un peu. Puis apparemment, le NPD fait relativement bien dans le coin. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, nous allons voir. Oui, c'est ce que j'entends aussi. Mais non, mais tu sais, c'est parce que parfois, il y a aussi de fausses rumeurs. On essaye au plus possible de ne pas colporter de fausses rumeurs. Mais par contre, vraiment, là, on n'est pas en direct, mais on dirait que quelque chose se passe en direct. Parce qu'au même moment que tu étais en train de me parler de ça, notre ami, qui est d'ailleurs déjà venu à notre podcast, Rodolphe Houssini, vient de m'envoyer un message texte. On a l'habitude de nous envoyer des petits messages textes, de nous informer et tout, puis il est bien gentil. Il savait même pas que j'étais en train d'enregistrer. On le salue d'ailleurs. On le salue. Et ça vient de sortir dans le Toronto Star. Liberals National Campaign Director tells Justin Trudeau he is quitting. Rodriguez, Pablo. Non, mais... National Campaign. Ah, OK. C'est le directeur de campagne. Donc, tu sais... Ça va mal. Salim, on vient de le dire, ça va mal pour Justin Trudeau. C'est pas juste dans son caucus, mais aussi en arrière-scène. On a parlé de ça la semaine passée. Il y a des staffers qui sont pas contents. Ça va pas bien. Ben, tu sais, c'est sûr que, regarde, dans la vie d'un gouvernement, c'est sûr que tu as des moments difficiles. Puis là, ça semble en être un. Puis sais-tu quoi? On ne le sait même pas si c'est un moment difficile ou non, mais la perception, et on le dit souvent, la perception en politique, c'est presque plus important que la réalité, malheureusement. Puis c'est sûr que la perception que ton directeur de campagne national décide de quitter, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Est-ce que c'est une indication que peut-être qu'il y aurait des élections plus tôt que plus tard et il n'y a vraiment pas l'intention de les faire et il n'y a pas le choix autre que de démissionner pour amener quelqu'un d'autre pour faire sa campagne? Je sais pas. Honnêtement, c'est très difficile parce qu'il faudrait vraiment que je sois dans les sérails pour pouvoir véritablement répondre à ça, ce qui n'est pas le cas. Puis je veux pas spéculer pour spéculer. Écoute, est-ce que ça va accélérer? Je le sais pas. Mais moi, dans mon esprit, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que s'il perd un joueur important, il faut le remplacer par un autre joueur important. Il faut se réorganiser. Puis donc, c'est sûr que la question, elle est là. La question, pour moi, c'est pas tant est-ce que l'élection va avoir lieu plus tôt ou plus tard. Pour moi, la question, elle est plus qu'est-ce qui a fait que lui décide de se retirer? Est-ce que c'est des sondages? Est-ce qu'il aurait souhaité que M. Trudeau quitte plus tôt? Est-ce qu'il aurait, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une mésentente sur je ne sais trop quoi? Enfin, je sais pas. Il doit y avoir une raison. Ben, j'imagine que en lisant un petit peu à la fois le Toronto Star, le Globe and Mail, on va peut-être avoir un peu plus d'informations parce que bon, c'est souvent des journalistes qui sont mieux renseignés encore. Ouais. Tout ça pour dire que la session commence vraiment de façon très intéressante, surtout pour les personnes qui aiment, qui sont passionnées par la politique. Ça bouge, puis on aime ça. On va passer au provincial parce que
là aussi, il y a eu des développements. C'est fou à quel point, on parlait justement la semaine passée que, on parlait du sondage léger, puis on disait que, c'est le sondage de la rentrée. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est des statistiques après l'été. Il n'y a personne qui suit ce qui se passe en politique durant l'été. Donc, bon, c'est une indication de où les choses se trouvent, etc. Et tu disais justement que, les personnes se magasinent un peu les partis. Oui, la satisfaction est haute envers le PQ, mais la CAQ a pris 5 points, ce qui indique qu'on n'est pas trop sûr. Bon, pour l'instant, regarde, on reste avec ce qu'on a, puis on verra. Il y a eu une annonce, franchement, qui est tombée de... Je ne veux pas dire de nulle part, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient autour de la démission du ministre Pierre Fitzgibbon, mais tout le monde s'attendait à ce que cette démission-là vienne un peu plus vers la fin de l'année. Surtout parce qu'il y a un grand projet de loi sur l'énergie. Qui va débuter. Là, dont l'étude va débuter. Donc, on s'attendait au moins qu'il fasse l'étude de ce projet de loi-là et que le vote se fasse. Évidemment, ça va passer, ils ont la majorité. Mais non, Pierre Fitzgibbon décide, garde, c'est assez, je quitte. Puis là, tout le monde commence à se poser des questions parce que est-ce que c'est responsable? Est-ce que, oui, tu peux faire ce que tu veux? Est-ce que tu as une responsabilité envers les gens qui t'ont élu de préserver ce mandat de 4 ans? Toutes ces questions-là qui sortent. Et en même temps, on apprend aussi qu'il y a eu peut-être quelque chose en arrière-scène entre lui et M. Legault qui l'ont forcé à finalement démissionner plus tôt. Écoute, honnêtement, bien malin celui qui pourra deviner exactement tout ce qui a pu se passer, parce que je pense que ça doit être quand même assez compliqué. Mais c'est sûr qu'il y a une chose qu'on savait, c'est que M. Fitzgibbon avait jamais fermé la porte à quitter la politique plus tôt, c'est-à-dire de ne pas nécessairement aller jusqu'au bout de son mandat. Ça, on le savait. On s'attendait à ce qu'il quitte à un moment ou à un autre. On ne savait pas quand. Est-ce que ça allait être à court terme, à moyen terme? On savait juste qu'à long terme, il ne restait pas. De toute façon, un ministre, généralement, quand il ne ferme pas la porte, ça veut dire que il y a une possibilité que ça se fasse et il n'avait jamais fermé la porte à ce qu'il quitte plus tôt. En même temps, c'est sûr que quand tu vois un petit peu l'agenda législatif qui est en place, tu vois un projet de loi aussi imposant, aussi important en matière d'énergie, lui qui cumulait toutes ces responsabilités-là, à la fois celle de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, et qu'on l'appelait pour cette raison le super ministre. C'est sûr qu'avec un projet de loi pareil, on se serait attendu que, regarde, il a fait toute la job, il arrive au projet de loi, faudrait qu'il fasse le projet de loi. Et que le projet de loi aurait potentiellement ou très probablement fini en décembre. C'est difficile d'établir ça d'avance parce qu'un projet de loi peut s'étirer aussi, à moins qu'il passe en bâillon, mais ça, c'est une autre histoire. Et je crois que tout le monde s'attendait à ce qu'il le fasse. Mais à partir du moment, et puis corrige-moi si je me trompe, ou en tout cas, éventuellement, quelqu'un me corrigera ou je me corrigerai moi-même dans un autre épisode, mais M. Fitzgibbon ayant dit qu'il n'allait pas terminer son mandat, M. Legault lui a demandé, dans ce cas-là, c'est peut-être le meilleur moment pour toi de partir. Moi, ce que j'ai compris, et j'ai compris ça de sa propre conférence de presse qu'il a donnée hier, donc mercredi, et c'est M. Fitzgibbon lui-même qui a dit qu'il avait perdu la motivation, à cause qu'il ne songeait pas terminer son mandat, le premier ministre lui a demandé de quitter ses fonctions. C'est lui-même qui l'a dit. Puis il a mentionné évidemment les raisons que M. Legault, depuis le début du mandat, disait qu'il voulait des candidats engagés, je veux dire des députés engagés. Ce que, évidemment, lui, il n'était pas. Parce qu'il songeait quitter... N'était plus, c'est ça que ça voulait dire. Ouais, dans le sens qu'à partir du moment où il n'avait plus le même feu sacré, il décidait de s'en aller. On peut au moins lui donner une affaire. C'est que quand il se sentait à 100%, il était là. Qu'on aime ou on n'aime pas ce qu'il faisait, critique, pas critique, mais il y avait ce sentiment-là. Mais puis le jour où il a dit, bon, regarde, je pense que
je pense que ma coupe est pleine, puis c'est le temps pour moi de partir. Il ne s'est pas attaché à une prime de séparation, lui, de toute façon. De ce que je comprends, c'est qu'il n'en a pas besoin, puis tant mieux pour lui. Il ne s'est pas accroché à une image, il ne s'est pas accroché à rien. À un moment donné, je pense qu'on peut au moins lui donner ça. Que le jour où il a décidé que c'était pas... que regarde, il en a parlé à son patron, puis bon, ensuite, je peux comprendre aussi M. Legault. M. Legault... ultimement, c'est pas. On n'est pas. C'est pas du hockey, là. C'est pas genre, il y a un joueur qui sort, un autre joueur qui rentre, puis that's it, là. C'est de la politique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a son caucus aussi qui rentre en jeu, parce que moi, je pense que M. Legault voulait faire un remaniement, mais il a décidé qu'il ne le ferait pas au mois de juin pour le faire peut-être au mois de janvier ou un truc du genre, parce qu'il y avait justement sur la table beaucoup d'éléments importants. Beaucoup de projets de loi importants, beaucoup de livraisons par le gouvernement à faire, donc ce n'était pas le bon moment. Mais là, il y a un caucus qui pousse dans le dos, parce qu'il y a des gens dans le caucus là, qui, eux, s'estiment du calibre pour pouvoir être ministres, qui ne sont pas là, etc. Il y a de la pression. Donc, M. Legault qui lui dise, regarde, Pierre, je t'aime, je t'ai fait confiance, je t'ai donné carte blanche, je t'ai nommé ministre, je t'ai nommé super ministre, je t'ai défendu à un moment où vraiment tu étais dans l'eau chaude sur des questions d'éthique, etc. Mais là, si on ne peut pas s'entendre, toi et moi, que tu vas finir le mandat, moi, quand je vois le portrait global de la chose, je préférais que tu partes maintenant. Ça va nous permettre d'avoir une bonne direction. Ça va permettre de dire, là, on repart sur de nouvelles façons de fonctionner. Et puis surtout, M. Fitzgibbon allait être un petit peu moins la cible, parce qu'il a quand même été la cible des oppositions, la cible un petit peu médiatique aussi. Bon, il ne s'est pas aidé. Hein. C'est le gars aussi qui a été un peu ferme sur ses positions, etc., là, qui n'a jamais voulu admettre, si tu veux, qu'il y avait des choses qui contrevenaient au code d'éthique de l'Assemblée nationale ou des choses comme ça, tu sais. Il ne s'est pas aidé, donc il est la cible. Fait que, à un moment donné, pour monsieur Legault, regarde, lui aussi, il était comme, regarde, toi, tu décides de partir plus tôt, mais si tu décides de partir plus tôt, moi, je décide pour toi de quand. Pas tu décides de partir plus tôt et de quand, puis moi, il faut que je gère tout ça. Ouais. Je peux le comprendre. Être premier ministre, là, c'est dur, c'est difficile, t'sais. Non, je suis d'accord avec toi. En termes de responsabilité et de leadership, je pense que M. Legault, il a pris la bonne décision. Et surtout, en début de session parlementaire, où il n'y a pas grand-chose qui... Il y a des affaires qui bougent. On vient de dire qu'il y a plein de choses qui bougent, mais c'est toujours mieux de le faire maintenant et tu as toute la session devant toi où il y a plein de choses qui vont arriver puis les gens ils vont pas se rappeler de Fitzgibbon qui s'est retiré comme ministre. Si je peux me permettre, George, en fait, je suis d'accord que c'est toujours mieux avant que pendant une session parlementaire, pendant qu'un projet de loi est là, c'est certain. Mais on va se le dire, le timing n'est pas bon. Si M. Fitzgibbon était parti au mois de juin dernier, ça aurait permis à M. Legault de penser à un remaniement un peu plus gros. Ça aurait permis au nouveau ministre qui va rentrer de s'acclimater avec tous les dossiers. Ça lui aurait donné tout l'été, etc. Là, on comprend que c'est Mme Fréchette qui va prendre la place de M. Fitzgibbon. Tu sais, Mme Fréchette, elle a moins d'une semaine pour commencer à répondre à des questions au Parlement sur des dossiers d'économie et d'énergie. Et elle va devoir aller siéger dans une commission parlementaire où elle est porteuse d'un projet de loi qu'elle doit aller défendre, alors qu'elle aura eu très, 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 très peu de temps pour se préparer. C'est fou. Quand on pense au poids de ce projet de loi-là, au détail, la nature de ce projet de loi-là, moi, je ne l'ai pas lu, évidemment. C'est des affaires qui me dépassent. Je ne comprends pas le secteur de l'énergie anyway. De s'asseoir avec les fonctionnaires, d'avoir un briefing. Ça va être un super briefing là, pour la nouvelle super ministre, ça, c'est sûr et certain. Parce que tu ne peux pas arriver, comme tu dis, en commission parlementaire
et de ne pas savoir de quoi tu parles. Tu es la nouvelle ministre. Ah, c'est ça. Deal with it. Non, c'est sûr. Bon, ensuite, voilà. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? D'abord, c'est pas des deux de pique qui sont capables de naviguer un petit peu là-dedans. Ils ne seraient pas ministres sinon. Là, ensuite, on peut les aimer ou pas les aimer, mais ça reste que c'est quand même des gens qui sont là pour une raison. Ensuite, oui, Madame la nouvelle ministre de l'économie et de l'énergie va pouvoir, oui, s'appuyer sur des fonctionnaires à la fois du ministère et de bon, c'est pas des fonctionnaires à Hydro-Québec, mais en tout cas des gens de Hydro-Québec aussi, etc. J'imagine qu'elle va pouvoir s'appuyer sur leur expertise, leur connaissance. Mais moi, c'est pas tant sur le fond, parce que de toutes les manières, même un ministre est jamais... il maîtrise jamais totalement les éléments, surtout quand ça devient technique. Mais moi, c'est plus pour, entre guillemets, la game politique qui va s'installer dans cet échange-là en commission parlementaire. C'est pourquoi je tiens à cet article, pourquoi on l'a écrit comme ça, pourquoi on a prévu ceci là-dedans, puis pourquoi on a enlevé cela parce qu'on pense que c'est pas bon. Puis là, le ping-pong qu'ils vont faire avec Marois Risky du Parti libéral du Québec et les gens du Parti québécois et de Québec solidaire, etc. Tu sais, ça va pas être facile. L'avantage pour M. Legault. Puis honnêtement, je vais le dire, je pense que Christine Fréchette était la meilleure ministre du gouvernement Legault. Depuis 2 ans qu'elle est là, elle a très bien géré ses dossiers. Puis il y a un dossier qui était vraiment compliqué, qui est toujours compliqué, et elle a su surtout aborder ce dossier de manière intelligente. Sans le saupoudrer d'un excès d'identité, etc. Puis là, on va sur des sujets, franchement, là, dans les bacs à niveau, etc. Non, elle s'est élevée. On peut être d'accord ou pas d'accord avec certaines de ses décisions, ou partiellement d'accord ou partiellement en désaccord, qu'importe. Mais la réalité, c'est que la manière dont elle se prépare, dont elle gère ses dossiers, la manière dont... Écoute, à chaque fois qu'elle allait, que ce soit au micro de Paul Arcand, qui n'est pas facile, ou que ce soit à d'autres micros, en conférence de presse, à la télé, à la radio, où qu'elle allait, elle était super préparée, connaissait son dossier, elle était super studieuse. Peut-être que ça va l'aider dans le cas de ce projet de loi-là. Mais je vais dire, parce que c'est bien que tu le mentionnes, puis oui, effectivement, elle était toujours prête à préparer, elle a bien géré son dossier en immigration, mais quand on regarde où on était parti en 2022 et où on est arrivé en termes de résultats, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a eu un succès vis-à-vis, c'est-à-dire les demandes que son gouvernement faisait auprès du gouvernement fédéral. Non, mais attends. Ben, d'abord, les demandes qui sont faites au gouvernement fédéral par M. Legault, c'est des pouvoirs supplémentaires. Là. On est littéralement dans des histoires constitutionnelles, etc. Puis on est dans les accords Canada-Québec sur l'immigration de 1991. On va essayer de chercher... Ça, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est un bout qui est un bout de nature plus politique qui appartient quasiment plus au premier ministre qu'à elle. Okay. Moi, quand je dis qu'elle a bien géré son dossier d'immigration, je te dis même pas que je suis d'accord avec ce qui a été fait. Je te dis plus que l'approche qu'elle a eue était une approche qui était, à mon avis, plus saine de l'immigration. Ça, je suis d'accord avec toi. Ensuite, elle a été prise aussi avec des choses absolument folles qui ont été faites par ses prédécesseurs au gouvernement caquiste au niveau de l'immigration. Parce que je te rappelle, et ça on l'oublie, mais c'est bien pour que les gens le sachent, la CAQ s'est fait élire avec le slogan « L'immigration, on va en prendre moins pour en prendre soin ouais. ». Finalement, ils en ont pris plus que n'importe qui d'autre. La différence, c'est qu'ils les ont pris en temporaire et non pas en permanent. Et aujourd'hui, on dit qu'on a trop de temporaires, puis on accuse le fédéral de ça, alors que même les temporaires qui viennent au Québec ne peuvent venir qu'avec ce qu'on appelle un certificat d'acceptation du Québec qui est fourni par le ministère de l'immigration du Québec. Donc, tu sais, ils ont beau, de toute façon, regarde, ça a toujours été ça, la CAQ, il y avait un côté péquiste à la CAQ, c'est que de toutes les manières, à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, c'est à cause du gouvernement fédéral. Ouais. Bon, écoute, je te dis pas que le gouvernement fédéral n'a passé tort dans des dossiers, c'est pas à moi d'en juger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'immigration, ça a été très, très
très mal géré par la CAQ. Puis s'il y a des gens qui pensent que la CAQ a fait un bon travail en immigration, non. Et je te dirais que Christine Fréchette, l'avantage qu'elle a eu, c'est que quand elle est arrivée, d'abord, elle a apaisé un peu les choses. Parce qu'elle n'est pas venue avec un discours de l'immigration, menace le français, menace l'identité, etc. Elle est venue avec une approche vraiment plutôt pragmatique. Elle a laissé le discours identitaire aux identitaires de la CAQ, et il y en a. Elle s'est concentrée sur, on a un enjeu d'immigration sur comment on les reçoit, comment on les francise, comment on les intègre, comment on les aide à avoir de l'emploi, la fameuse capacité d'accueil, à essayer de travailler un peu là-dessus, à essayer peut-être pas de la définir parce qu'on n'arrivera jamais à définir spécifiquement ça, mais en tout cas à mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là. Écoute, là-dessus, honnêtement, moi, personnellement, je lui tire mon chapeau parce que c'était vraiment pas évident et elle est arrivée à le faire. C'est intéressant que tu nous amènes là parce que pour faire cette comparaison-là, et tu ouvres la porte au nouveau ministre qui risque d'hériter de ce ministère-là. On ne sait pas, c'est pas encore confirmé, mais tout le monde parle de Jean-François Roberge. Et tu parlais un peu de Mme Fréchette qu'elle a apaisé un peu tout ce brouhaha. Elle a fait le travail qu'elle a dû faire, puis je suis d'accord avec toi. Là, est-ce qu'on passe à un autre extrême? Parce qu'on a tous entendu Jean-François Roberge sur ses positions sur l'importance du français, etc. Un peu plus de ce que tu disais, le discours nationaliste. Non, je dirais pas discours nationaliste. Je dirais discours identitaire. Parce que nationaliste, là, c'est pas vrai. On n'a pas attendu la CAQ pour qu'il y ait des nationalistes au Québec. Il y a des nationalistes au PQ, il y a des nationalistes au PLQ, il y a des nationalistes à Québec solidaire. Ensuite, chacun exprime son nationalisme comme il veut. Mais tu sais, les cours de nationalisme de la CAQ, là, tu sais, non. Tu sais, je veux dire... Alors, les positions identitaires, oui, ça oui. La CAQ, le PQ aussi, on l'oublie, mais ils sont là-dedans. Puis justement, je pense que l'une des raisons pour laquelle ça va être, selon toute vraisemblance, M. Roberge qui va hériter du dossier de l'immigration, ben, à 2 ans des élections, quand on voit que les sondages des 12 derniers mois ont montré que le PQ était devant, ben oui, ramener un peu de discours identitaire dans les dossiers d'immigration, c'est sûr qu'il y a un peu de stratégie là-dedans. Je veux dire, moi, Surtout avec le climat maintenant qu'on vient de parler au fédéral et avec Justin Trudeau, il y a des élections qui arrivent. Ça va être super intéressant, cette session-là. Puis je suis d'accord avec toi, avec Jean-François Roberge, la dynamique va beaucoup changer en immigration. Puis c'est, comme tu as dit, c'est un des enjeux présentement que les deux gouvernements sont en train d'affronter. Hein. Donc, je veux juste, avant qu'on change de sujet, venir sur ce terme-là, tu sais, le super ministre. Nous, on n'a pas connu ça, le super ministre. Puis, tu sais, Pierre Fitzgibbon avait cette notoriété-là. Il pesait lourd dans son caucus. Ça, on le savait. Puis, depuis la dernière élection, il y a eu des rumeurs qui ont circulé à l'effet que c'est lui qui est allé dire au premier ministre « Donne-moi l'énergie, ça va ensemble avec l'économie et l'innovation ». Sur ce podcast-là, moi, je t'avais dit que j'étais d'accord avec ça, que ça faisait un peu de sens que l'énergie fasse partie un peu de cet aspect de développement économique du Québec. Est-ce que c'est un risque pour un premier ministre de continuer dans cette tradition-là, d'avoir un super ministre, de domper toutes ses responsabilités à une personne ultra compétente, parce que, regarde, ce qui est arrivé maintenant, si dans le cas où cette personne-là, il y a quelque chose qui arrive et plus là, bien là, tu te mets dans le trouble. Oui, juste pour recontextualiser, le dossier de l'énergie était plus souvent celui du ministre des Ressources naturelles. D'ailleurs, le ministre des Ressources naturelles était souvent aussi perçu comme une sorte de ministre économique, parce qu'on est au Québec et que, effectivement, l'énergie a une dimension qui est aussi économique. On ne fait pas juste la chercher, on la produit, on la vend, on l'exporte. Il y a des opportunités d'affaires. On essaye d'attirer des compagnies comme Nordvolt et autres. Je dis Nordvolt, mais il y en a
plusieurs autres qui viennent s'installer au Québec, justement parce qu'on a cette énergie-là, et notamment le fait qu'elle soit propre et renouvelable, puisque c'est de l'hydroélectricité principalement. Oui, M. Legault, je ne sais pas si c'est M. Fitzgibbon qui lui a soufflé, mais peut-être que ça a été dit à l'époque, je ne m'en souviens pas. Mais oui, M. Legault a à un moment donné décidé que la responsabilité de l'énergie allait être sous le joug du ministre de l'Économie, parce que justement, il y avait une connexion à faire entre les deux, et qu'il y avait quelque chose à gagner là-dedans. Puis le legs de M. Legault, c'est M. Legault, en tout cas, s'il avait un legs, et c'est ce qu'il souhaite, c'est de dire que, j'ai contribué à la filière électrique, à la filière batterie, et d'avoir imposé un peu le Québec comme un endroit, un des endroits les plus importants dans le monde en la matière. Donc, moi, je pense que oui, ça pouvait être habile. En passant, moi, je trouve pas que c'était trop pour M. Fitzgibbon. Tu sais, c'est sûr, on l'appelait le super ministre parce que c'était rare qu'on voit ça. La réalité, c'est qu'on a déjà vu d'autres personnes diriger 2 ministères. On a déjà vu des ministres qui ont dirigé le Conseil du Trésor et le ministère des Finances. Ouais. On a vu des ministres diriger la sécurité publique et le ministère des Affaires municipales. On a vu des ministres être sécurité publique, oui. Justice, sécurité publique, c'est déjà arrivé, je pense, mais c'est rare qu'on veuille les mixer tous les deux, là, pour des raisons évidentes. Mais ensuite, il y a ceux qui ont été à la fois à l'éducation et à l'enseignement supérieur et à l'innovation, parce que l'innovation et l'enseignement supérieur, à cause des universités, des centres de recherche, il y avait une connexion. Donc, honnêtement, des super-ministres, si tu veux, entre guillemets, là, on en a déjà vu. Mais pas avec le point qu'amènent ces ministères-là. Moi, je pense que, économie, innovation, énergie. Moi, je pense qu'il était super-ministre, pas tant pour le cumul de tout ça, que parce que le fait que c'est quelqu'un qui avait l'oreille attentive de M. Legault. Maintenant, par rapport à ta question, est-ce que c'est risqué de rester comme ça? Est-ce que c'était pas l'opportunité pour lui de rebrasser les cartes, de rescinder? Écoute, si la job avait été faite jusqu'au bout par M. Fitzgibbon, c'est-à-dire qu'il s'en allait pas, qu'il démissionnait pas, qu'il livrait son projet de loi, qu'il faisait adopter cette loi-là, et qu'il partait à la fin d'un cycle, ça aurait pu être une opportunité. Maintenant, l'opportunité, elle n'est plus là. L'opportunité, c'est que, là, c'est parce qu'on ne peut pas scinder ça maintenant tout de suite, parce qu'il y avait une vision qui était économique. Le projet de loi porte cette vision, ou reflète, si tu veux, cette vision-là. On est obligé de rester dans la même direction, puis c'est la raison pour laquelle il va être remplacé poste pour poste. Mais dans un cas où, une fois qu'on a mis tout le monde sur les mêmes rails, d'envoyer de nouveau l'énergie sous ressources naturelles, ça aurait été une possibilité. Mais là, en même temps, la personne aux ressources naturelles, elle a été choisie juste pour s'occuper des ressources naturelles, pas de l'énergie. Tu sais, mais donc, c'est tout un jeu de chaises musicales. Puis c'est pour ça que je crois que M. Legault a tout simplement dit, bon, regardez, for the time being, comme on dit en anglais, pour le moment présent, on ne fera pas de remaniement. En fait, c'est une sorte d'ajustement ministériel plutôt qu'un remaniement ministériel. Donc voilà. Puis d'une certaine manière, même M. Roberge devient un super ministre parce qu'il garde toutes ses fonctions antérieures, même si ce n'était pas des portefeuilles où il était à la tête d'un ministère spécifiquement. Mais avec toutes ses responsabilités, rajouter celui de l'immigration, c'est quand même gros. Et lui a déjà eu aussi 2 ministères avec l'éducation et l'enseignement supérieur. Ouais. C'est pas lui qui a le gouvernement des affaires intergouvernementales? C'est lui. Donc, je trouve que ça matche bien aussi avec l'immigration, surtout avec l'enjeu maintenant. C'est probablement... Mais sais-tu quoi? C'est un très bon point. Ben voilà. C'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on va être plus sur un côté davantage politique, donc un peu teinté d'une certaine idéologie, d'une certaine approche, que dans le concret de comme on dit, dans la poutine. Ouais. Puis là, dans la poutine, celle qui était dans la poutine de l'immigration, là, et qui a fait un travail remarquable et remarqué, c'est Christine Fréchette. Ouais.
On va terminer avec sur le dernier sujet, encore comme suivi sur ce qu'on avait discuté la semaine passée. On a discuté un petit peu sur la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bien, il y a eu des nouvelles, des développements aussi sur ce front-là. Un des... Ben, il n'était pas aspirant candidat, il était un peu plus en arrière-scène, mais tout le monde s'attendait à ce qu'il saute dans la course. L'actuel maire de Victoriaville, Antoine Tardif, qui finalement est sorti la semaine passée pour annoncer que finalement, il n'allait pas se présenter dans la course au leadership du Parti libéral du Québec. Et c'est justement parce que c'était pas un candidat officiellement annoncé, mais je sais que tu avais fait des sorties publiques dans certains journaux et à la radio, comme quoi que tu l'appuyais, puis tu aurais voulu, tu espérais qu'il allait se lancer. Puis je me rappelle, je t'avais envoyé un message, « comment tu vas, man? » J'ai vu cette annonce-là. Donc, tes commentaires là-dessus, toi? Écoute, d'abord, c'était pas tant des sorties publiques que j'ai répondu aux questions de certains journalistes qui m'ont contacté. Mais oui, effectivement, c'était mon préféré. Je l'ai dit parce que pour tout un tas de raisons. Là, moi, je m'étais, comme simple militant, je m'étais fait un portrait robot de la personne dont le PLQ avait le plus besoin. Puis je trouvais que c'était celui qui s'en rapprochait le plus, notamment du fait que il est jeune, il vient des régions, puis il est maire de Victoriaville, il connaît le côté un peu de politique de proximité. C'est une partie prenante régionale, pas genre je suis né à telle place, donc tu sais, je veux dire, où j'ai visité ma tante en Gaspésie l'année passée, puis tu sais, donc ça prenait quelqu'un avec un ancrage plus profond, là. Écoute, il a pris la décision de pas y aller, alors qu'effectivement, il était attendu. Je pense qu'il l'a bien expliqué. Pour lui, c'est une question de timing, là. Je pense qu'il disait dans son message que le moment n'était pas opportun pour lui. Il est maire de Victoriaville. Il y avait des responsabilités vis-à-vis de sa ville. Et bon, il a fait le choix de ne pas y aller. Alors, c'est un peu dommage, j'ai envie de te dire, parce que je crois qu'un gars comme lui a beaucoup apporté en politique provinciale. Et je crois aussi que pour un parti comme le Parti libéral du Québec, ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un qui était le seul à occuper le terrain qui a toujours été très bon pour le PLQ et pour l'économie, etc. Donc, c'est-à-dire un positionnement plus de centre-droit et un positionnement où tu es connecté pour de vrai avec les régions, la réalité régionale. Un positionnement qui te permettait de reconnecter avec le vote francophone partout au Québec, comme ce fut le cas avant où le PLQ en Mauricie, par exemple, vous pouvez avoir 5 comtés sur 5. En Estrie, il y avait, je pense, 4 sur 4 ou 4 sur 5. Ben, en tout cas, il les avait tous. En Outaouais, c'était le cas aussi. Il y avait Abitibi-Est qui était libéral. Ungava a déjà été libéral. Dans la région de Québec, le PLQ a déjà eu 9 comtés sur 11. Dans le bassin Laurent, il y en avait en Gaspésie et les îles de la Madeleine. Beau-Sud, c'était un comté qui était libéral aussi. Puis j'en passe, tu sais. Puis moi, je partais du principe que si on n'arrivait pas à convaincre au PLQ un gars comme Antoine Tardif de se lancer, puis de devenir chef, etc. Ensuite, c'est sûr que ça a amené son lot de difficultés par la suite pour reconnecter avec la population. Mais donc, c'est un peu ça. Mais ça va être un vrai enjeu parce que à chaque militant libéral que je parle, une des priorités, c'est de rejoindre les régions. Okay?
Et je trouve ça quand même un peu bizarre. Et je ne dis pas que ceux qui aspirent à devenir chef n'auront pas la compétence d'aller peut-être essayer de rejoindre ces régions-là. Sauf que la plupart, sinon tous les candidats, soit qui sont déjà annoncés ou qui aspirent, sont de Montréal. C'est Montréal. Et c'est cette étiquette-là qui, les dernières années, fait mal au Parti libéral du Québec que d'être le parti de Montréal. Et les militants libéraux de dire que mais non, on est le parti de tout le Québec et de toutes les régions, ben, you know what, prove it. Parce que jusqu'à date, tes candidats, tu sais, on parle officiellement, là, il y a Denis Coderre, il y a Charles Milliard, donc c'est Montréal, et on a potentiellement Frédéric Beauchemin et peut-être Pablo Rodriguez, on va voir. Tu sais. Donc, on a 4 personnes qui sont de Montréal, peut-être qui ont de l'expérience, peut-être qui sont connus en région, mais comme tu as dit, l'avantage, peut-être, d'Antoine Tardif, c'est que lui, c'est hands-on de la région. Il la vit, il la travaille, puis il la connaît. Donc, je pense que ça va être un défi pour le Parti libéral du Québec et surtout pour les gens qui aspirent, si ça va être ces 4-là de Montréal, de vraiment prouver aux membres qu'on a ce qu'il faut pour aller chercher les régions. Non, effectivement. Puis, je veux juste préciser une affaire. C'est que l'idée ici, c'est pas de faire Montréal versus les régions ou contre les régions. C'est pas ça. Non, moi, je disais au niveau politique, oui, c'est la perception que le parti a les dernières années. Exactement. C'est en plein ça. Non, mais effectivement, non, mais je t'ai très bien compris. Mais quand je te parle de nuance, c'est que j'apporte ma propre nuance à ce que moi-même j'ai dit. L'idée ici, c'est pas d'avoir des candidats de région versus des candidats de Montréal, puis, tu sais, s'affronter. Ici, le but, évidemment, c'est de rassembler le maximum de personnes. Puis il se trouve que c'est pas Montréal avec laquelle le PLQ s'est déconnecté. Le PLQ s'est déconnecté du vote francophone en région. Mm-hmm. Donc, l'effort est plus gros à l'extérieur de Montréal qu'à Montréal. Sauf qu'ensuite, tu peux avoir tout un tas de stratèges politiques qui vont te dire « Ouais, mais sais-tu quoi? C'est un leadership. Fait qu'on gagne déjà le leadership avec la gang de Montréal, puis après ça, on s'en va ailleurs. » Mais après ça, c'est trop tard. Après ça, c'est trop tard. Après ça, il reste 15 mois avant des élections. Puis après ça, ça ne veut pas dire que tu t'es connecté. Puis après ça, tu es pris avec ta base aussi. Tu es pris avec ta base. Tu es pris avec ceux qui t'ont fait élire. Parce que si tu fais... Si tu essayes de te recadrer, un peu comme O'Toole avec les conservateurs, hein, il avait fait une campagne à la chefferie qui était très, 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 très conservatrice. Puis quand il est arrivé à la tête du Parti conservateur, il voulait être plus progressiste. Puis il a perdu la confiance de sa base très rapidement. Là. Puis après ça, d'ailleurs, ils l'ont foutu dehors. T'sais. Alors, et c'est ça le truc. Moi, je pars du principe que celui qui incarne le mieux les régions, c'est que c'est celui qui vit la réalité des régions. Parce que, tu sais, Denis Coderre va te dire, moi, je viens de Joliette. Ouais, mais tu sais, tu viens de Joliette, mais tu as été élu à Montréal, tu vis à Montréal depuis, je sais pas moi, 30-40 ans, tu as été maire de Montréal, tu as essayé une autre fois de le redevenir maire de Montréal. Tu sais, il n'y a personne qui pense que Denis Coderre est Denis Coderre, c'est Montréal. Oui, c'est ça. C'est pas un gars de Bellechasse, même s'il veut se présenter là, mais tu sais, on va s'entendre là. Puis pour les autres aussi, je suis sûr. Même Pablo Rodriguez, lui, va te dire je viens de Sherbrooke parce qu'à la base, il vient de Sherbrooke. Il est né, je crois, en Argentine, mais sa terre d'accueil, ça a été Sherbrooke en premier. Mais on va se le dire encore, ça fait longtemps qu'il est à Montréal. Mais je veux pas qu'on interprète ce que je suis en train de dire comme étant si t'es pas de Montréal, t'es pas un bon Québécois ou t'es pas assez nationaliste. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, ce qu'on dit, c'est que quand on voit le défi et la difficulté que le Parti libéral du Québec a traversé les dernières années, puis on le voit. Regardez la carte là, électorale, puis vous allez voir exactement c'est quoi le problème. Donc, mais il y a une reconnexion. Tu sais, on parle toujours de reconnexion. Pourquoi on parle de connexion? C'est parce que ça veut dire que la connexion a été perdue. Mais là, tu veux reconnecter avec du monde. Il y a du monde à l'extérieur de Montréal qui pense que le PLQ pense pas
aux régions, que le PLQ n'est pas là, ce qui est probablement faux. Mais on le dit souvent ici, la perception est plus importante que la réalité. Et donc, ça aurait été le fun d'avoir quelqu'un qui connaît la réalité des régions, pas parce qu'il est capable de la comprendre sur un papier. Ils sont tous brillants, ces gens-là. Là. Ils sont tous brillants, ils sont tous capables de comprendre que dans telle ou telle région, il y a tel enjeu. Je suis certain de ça. C'est pas ça le point. Le point, c'est que d'avoir été une partie prenante d'une région qui connaît certains enjeux et que cette réalité-là, tu sois capable de la transposer du centre du Québec à l'Abitibi, de l'Abitibi à la Gaspésie, de la Gaspésie au Saguenay, du Saguenay en Beauce, de la Beauce à l'Outaouais, de l'Outaouais en Estrie, en Mauricie et ailleurs, tu sais, ben ça aurait, à mon sens, facilité cette connexion. Puis on va se le dire, le PLQ aussi a souffert aussi d'une espèce de perception, de mauvaise perception que il n'est pas assez, il est pas assez Québec du terroir. Puis il faut être en mesure de l'incarner. Puis c'est sûr que si tu viens de Montréal avec une réalité très montréalaise, c'est plus compliqué. Je te dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est plus compliqué pour un parti qui est dans cet état-là, mais qui aspire néanmoins à faire des gains importants, voire de gagner la prochaine élection. Je veux juste jouer à l'avocat du diable parce qu'on parle souvent de ce renouveau du Parti libéral du Québec et de cette reconstruction, etc. Puis quand on parle de ce concept-là, comme on dit en anglais, « we build from the ground up », donc tu parles de ta fondation, puis tu grandis. Puis si la fondation de ce parti-là, puis on va le dire, là, c'est évident, c'est Montréal, pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui, justement, va avoir une base solide là où le parti est le plus fort et reconstruire, rebâtir, renaître, whatever, utilise l'adjectif que tu veux. Donc, c'est juste pour contrer un peu l'argument d'avoir quelqu'un des régions. Tu sais? Non, c'est ça, c'est ça. Mais sais-tu quoi? Je pense que le moral chez les libéraux est quand même assez bon. Parce qu'on a parlé là, des sondages, même s'ils ne sont pas des sondages qui sont bons pour le PLQ, mais on voit que l'électorat est en train de se magasiner. Alors on se dit, ben, peut-être que si on attire l'attention de l'électorat, ben, peut-être qu'on va monter dans les sondages. Puis c'est exactement ce à quoi sert une course à la chefferie et l'arrivée d'un nouveau chef, et particulièrement si le nouveau chef vient de l'extérieur, encore plus s'il venait des régions. C'est un peu ça. De profiter de cette période où l'électorat a l'air de magasiner une alternative au gouvernement caquiste. Alors, les libéraux ont bon espoir. Moi, je pense qu'il faut qu'ils restent positifs parce que ça ne sert à rien d'être négatif et de se démobiliser. Mais je pense que le plus important aussi, c'est que la course qui va avoir lieu, avec les candidats pressentis et ceux qui se sont déjà déclarés, comme Denis Coderre et Charles Milliard, ce serait bon qu'il n'y ait pas trop de déchirement. Parce que une course à la chefferie, les gens jouent un peu du coude, etc. Puis il faut faire attention. Ce parti-là n'a pas le luxe d'il y a 11 ans, quand il y a eu la course à la chefferie, la vraie dernière course à la chefferie, la dernière vraie, si tu veux, c'était Couillard, Bachand, Moreau. Moreau, exactement. Où, tu sais, à l'époque, même s'il y a eu un peu les gens ont quand même un peu joué du coude, tu sais, c'était aussi un parti qui avait 50 députés à l'Assemblée nationale, qui avait une situation aussi financière qui lui permettait de repartir en élection. Tu sais, il y avait... Là, c'est pas le cas. Fait que là, il faut faire attention. Là, moi, je vois des groupes là, qui se pointent du doigt. Fait que il ne faut pas céder à la tentation de se pointer du doigt. Moi, je te le dis, je donnais un petit coup de main à Antoine Tardif. Il y a du monde qui se dit « Ah, ben non, mais lui, il vient des conservateurs, c'est pas bon pour nous. » Là, l'autre qui dit « Ah non, mais là, Pablo Rodriguez, il vient des libéraux, là, il est pas bon pour nous. » Là, il y a d'autres qui disent « Ah ouais, mais tu sais, Charles Milliard, il était pas là dans les dernières années au PLQ, là, depuis 98, on l'a pas vu, il est où? » Tu sais, genre, il y a
il y a bien du monde. Puis là, j'étais comme, OK, on peut-tu dire que ce beau monde-là, en passant, il y avait des critiques aussi sur Fred Beauchemin, mais tu sais, je veux dire, mais on peut-tu dire que là, il y a comme 4, peut-être 5 candidats qui ont un certain talent, qui ont une certaine crédibilité, qui vont faire en sorte que le Parti libéral du Québec va avoir une course et que cette course va être salutaire pour le Parti libéral du Québec. Fait qu'on peut-tu baisser les doigts là, de lui, les ceci, lui, les cela? On peut-tu juste pousser les candidatures pour ce qu'elles sont, pour leur qualité, plutôt que de commencer à dire lui, il est ceci, il serait pas bon, lui, il est cela, il serait pas bon, lui, ça. Regarde, ça, c'est du déchirement qui sert à rien. Là, juste pour finir, là, je ne veux pas lui donner la publicité ou l'attention, mais avec tout ce qui se passe au fédéral, avec toute la pression qu'on a mentionnée tantôt, qui se trouve actuellement au Parti libéral du Canada, il devrait avoir pas mal de pression aussi sur Pablo Rodriguez, parce que si jamais il y a une élection qui s'en vient là, avant la fin de l'année, mais tu fais quoi, toi? Comme Pablo Rodriguez, tu es le lieutenant au Québec, tu es le directeur de sa campagne au Québec. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu l'as dit tantôt, j'ai oublié, j'ai pas écouté le directeur de la campagne nationale. J'ai automatiquement cru directeur de la campagne au Québec. Puis je dis, Pablo, il s'est retiré. Ça serait logique parce que si jamais lui, il voit qu'il y a des élections qui arrivent puis il veut pas les faire, ben il doit lui aussi démissionner. Donc, tu penses-tu qu'on devrait peut-être avoir des nouvelles de lui bientôt, de Pablo Rodriguez? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, regarde, si je me fie aux informations qui circulent, ça a l'air d'être très sérieux et très avancé comme réflexion. Dans le sens que sa décision est déjà prise, c'est juste que... Le moment de l'annonce. Il y a des gens qui disent que ça va être après la partielle dans la salle Villemar-Verdun, qui va avoir lieu le 16 septembre. Donc, ça se peut que ce soit ça. Je ne le sais pas. C'est quand l'entrée au fait, le 16. Le 16. C'est, je pense, la même journée. Et donc, il y a des gens qui disent que ça pourrait être qu'il faut attendre ça avant qu'il y ait autre chose. Ça se peut. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. La seule chose que je dis, c'est que imagine s'il devait y avoir une élection fédérale en même temps que la chefferie du PLQ. Admettons, là, on parlait tantôt là, du printemps. Le budget est battu. Élection fédérale. Et l'élection fédérale va avoir lieu au même moment que va se passer la course à la chefferie du PLQ. Ouais. Tu sais, ça va être quelque chose pour quelqu'un comme Pablo Rodriguez s'il décidait de se lancer parce que ça va venir de partout. Là, il devra gérer pas juste la discussion avec ses concurrents, il va devoir gérer la discussion avec... je te dis pas que ça se fait pas, là. Je te dis pas que ça se fait pas. On a tendance de toutes les manières quand on est des anciens staffers à être très prudents. Là, penser à... Puis peut-être que ça sera même pas trop un enjeu, puis tout le monde va passer par-dessus. Mais écoute, j'y pensais, puis je me disais, intéressant, c'est intéressant. Mais chose est certaine, c'est que il n'attendra pas des élections avant de s'annoncer parce que ce sera trop tard. Moi, je pense que si vraiment il y a l'intérêt à se lancer dans la course, il doit le faire avant la fin du prochain mois, là, du mois de septembre. Il n'y a pas le choix. Surtout avec le danger au fédéral qu'il pourra y avoir une élection déclenchée bientôt. Là, chose certaine, c'est qu'avec Charles Milliard, Fred Beauchemin, tu as déjà des candidats valables là, qui ont du talent, qui peuvent faire leur bout de chemin. Avec Pablo Rodriguez, il pourrait y avoir un peu plus de piment dans cette course à la chefferie. J'ai-tu oublié un autre candidat? Denis Coderre, excuse-moi. Mais Denis Coderre, je sais pas, parce que on revient toujours avec ces problèmes au niveau de revenus Québec. Puis là, on a appris cette semaine que c'est pas juste 68 000, mais il y a un autre 68 000 qu'il doit. Donc, on parle plus de... c'est pas et il y a de la pression aussi au niveau du caucus libéral de régler ses comptes avant de se lancer. Puis je pense que ça a du sens. C'est pas du caucus libéral, mais je pense
il y a un comité électoral, je crois, au parti qui se charge de ça. Et c'est bon, ben écoute, regarde, c'est à lui de gérer ses affaires. Moi, honnêtement, j'y connais. Puis moi, j'aime pas rentrer dans les affaires de nature plus personnelle, quoique quand tu es un personnage public puis tu veux diriger le Québec, bon, il y a forcément des choses pour lesquelles il faut que tu rendes des comptes. Mais oui, effectivement, disons que c'est pas acquis nécessairement qu'il soit candidat, mais en tout cas, il fait partie du décor en ce moment. On verra plus tard là, si ça sera le cas ou pas. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je pense que c'est sûr que le PLQ perd un candidat potentiel qui était Antoine Tardif. Il est peut-être en train d'en gagner un autre avec Pablo Rodriguez. C'est pas le même profil, mais il y a quelque chose... c'est un joueur en plus. Donc, si un joueur en plus, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher de ces joueurs. Mais moi, je rentre dans ma neutralité absolue, à moins d'un changement majeur, mais normalement, je rentre dans une forme de neutralité. Puis voilà, moi, je voulais aider Antoine, pas contre les autres, mais pour lui, parce que je pensais qu'il répondait à ce dont le PLQ a besoin. Maintenant, pour les autres, moi, j'ai envie de leur dire bonne chance. Ils sont beaux, ils sont bons, ils sont capables. Puis en passant, l'invitation est ouverte. J'espère pouvoir les recevoir puis d'en discuter davantage avec eux. En tout cas, plein de points d'interrogation qui vont certainement devenir des sujets intéressants pour des prochains épisodes. Donc, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On l'apprécierait énormément. Suivez-nous sur les plateformes audio. Partagez le contenu. Commentez sur ce qu'on poste sur tous les réseaux sociaux. Ça nous aide énormément et ça garde la conversation toujours active. Merci beaucoup tout le monde et on vous voit au prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao, bye.